Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme certains l'auront vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter un deck de la famille Muto. Vous étiez assez nombreux à me l'avoir demandé et à être curieux de comment je m'étais arrangé pour faire un deck plutôt complet et plutôt jouable avec les deux archétypes représentant chacun le grand-père de Yugi, Salomon Muto, et bien entendu notre protagoniste préféré, Yugi lui-même. Bon, ce petit deck, bien évidemment, c'est un deck rogue, c'est un deck fun, dans lequel les entraps sont un petit peu exclus, tout simplement parce qu'on n'a pas la place, et vous allez voir que les deux archétypes sont un peu complémentaires, c'est un petit peu tricky à jouer, mais honnêtement c'est très intéressant. On est parti tout de suite pour la decklist. Donc là, vous l'avez sous les yeux, on a bien entendu le premier archétype qui est celui du millénaire, qui a été introduit dans l'infini interdit, très intéressant, qui est du coup un petit peu l'archétype du grand-père de Yugi. C'est un deck qu'il faut aborder, je pense, en go second, mais ça, j'y reviendrai un petit peu dans la partie gameplay. On va éviter la partie one card de combo, tout simplement parce que dans ce deck, il n'y en a pas. C'est un petit peu le même format que les decks challenge, d'ailleurs, cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore regardé, je vous mets par-ci par-là le lien de la dernière sortie sur cette chaîne, et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Chaque fois, on s'intéresse à un deck en particulier, avec un type d'extra deck ou de mécanique particulière. Bref, ce petit deck, vous allez voir, il est très intéressant. Je vais mettre de côté l'extra deck, et on va s'intéresser tout simplement pour le moment au main deck. On commence avec l'archétype millénaire, comme je vous le disais, avec le bouclier. C'est une carte très importante, c'est un starter de combo. Je reviens très rapidement sur les effets, mais je ne vais pas tout lire. Si vous êtes intéressé par certaines cartes, n'hésitez pas à mettre sur pause. Du coup, ce petit bouclier, c'est notre starter. On le met dans notre zone magie et piège. On paye 2000 points de vie pour l'invoquer comme un monstre et ça nous permet d'aller tuto notre starter, tout simplement, eh bien, l'Ankh millénaire. Donc le bouclier, c'est x3. L'Ankh, on va la jouer en un seul exemplaire, tout simplement parce que lorsqu'elle est activée, on révèle les 5 parties d'Exodia et derrière, on va la remélanger dans le deck. Elle ne termine pas au cimetière. C'est pour ça qu'après certaines remarques de la vidéo gameplay autour de ce deck, bien précisément millénaire, je vous remets le lien encore une fois par-ci par-là si vous ne l'avez pas vu sur Edo Pro, eh bien les gens dans les commentaires me disaient mais joue-la en x1, t'as pas besoin de la jouer en plus, et vous aviez raison, merci beaucoup pour le tips. Donc l'Ankh millénaire, elle nous permet aussi, lorsqu'on la révèle depuis notre main, d'éviter de payer le coût de 2000 points de vie. Lorsque nos monstres millénaires sont comme des magies pour les invoquer, eh bien on peut révéler ça à la place de payer 2000 points de vie, c'est très intéressant. On continue notre petite decklist avec le golem qui garde les trésors millénaires qu'on va jouer en 3 exemplaires, tout simplement parce que cette carte, son effet principal, c'est d'aller tutoriser. Le terrain, Temple Wedju, qu'on va aussi jouer en 3 exemplaires dans cette decklist. Alors pourquoi le temple on joue en x3 ? Tout simplement parce que si on a des parties d'Exodia dans la main, ce qu'on n'aime pas beaucoup, parce que c'est un peu de la brique, parce que le but là ce n'est pas de les piocher, cette carte va nous permettre de placer une des parties d'Exodia briquées depuis notre main dans notre zone magie et piège, et derrière de placer un monstre millénaire. Donc tout simplement d'aller chercher notre bouclier qui lui va s'invoquer et aller chercher notre Ankh, et voilà, ça démarre le combo. Donc le temple c'est x3. Sangenjin se réveille d'un millénaire, ça c'est une carte intéressante mais qu'on va jouer seulement en 2 exemplaires. Lorsqu'il s'invoque spécialement depuis la zone magie et piège en zone monstre, on va pouvoir aller tuto n'importe quel monstre millénaire, comme par exemple juste derrière, le reflet infernal, qu'on va jouer en un seul exemplaire, tout simplement parce que lui, il n'est pas mandatory, il nous permet juste de regratter quelques points de vie, parce que vous allez voir que ça a son importance dans le deck, les points de vie, vraiment, surtout pour terminer l'adversaire et OTK avec notre boss monster, mais j'y reviendrai. Lui, il va se spé pendant le tour adverse et on va regagner des points de vie égaux à l'attaque d'un monstre sur le terrain, et ce n'est pas l'attaque d'origine. Donc ça, retenez-le bien, c'est très important. On va jouer l'embrasement destruction x1, c'est une carte assez intéressante qui nous permet de raser toutes les magies et pièges, donc c'est un super plumeau, mais attention, ça compte aussi pour les nôtres. Mais en échange, on va pouvoir équiper 5 parties d'Exodia depuis notre deck à notre boss monster sur le terrain, et il va gagner, comme vous le voyez sur cette ligne, et bien déjà les dommages de combat perçants, mais en plus 2000 points d'attaque par partie. Donc il gagne 10 000 et il est perdé, c'est pas mal. Donc ça c'est x1 bien sûr parce que ça se tutorise. Pareil pour le feu de la rage exode, ça se joue x1. Ça c'est la carte qu'on veut poser en fin de tour sur l'effet de notre big boss, j'y reviendrai encore une fois. Ça nous permet juste de raser le board adverse complètement. Les magies, les pièges, tout, c'est très très fort. Au bon timing, ça fait très très mal. Et voilà, derrière bien entendu, on est obligé de jouer Exodia, bien sûr. On est obligé de jouer ce monstre pour avoir l'OTK et surtout tout simplement pour sortir notre fusion. Donc là vous avez la première partie du deck, encore une fois je vous remets comme dans les decks challenge un petit tableau récapitulatif par-ci par-là avec les statistiques du deck, donc combien de cartes de chaque archétype je vais jouer, et je vais vous faire pareil tout de suite avec la partie Yugi. Cette partie Yugi on l'attaque tout de suite avec le trio gadget, c'est la one card combo de cette partie du deck, et bien évidemment on va la jouer en x3 parce qu'elle nous permet d'aller chercher le sarcophage brillant,
qu'on veut à tout prix dans notre combo. Donc lui, bien sûr, c'est x3. On va jouer un plus de marshmallow parce que j'adore cette carte. Et vous allez voir que dans le combo, ça fait quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est que ça force l'adversaire à l'attaquer lui et seulement lui. Donc c'est une forme de protection. Ça peut se rentrer en x2 à la place d'un choix que j'ai fait un petit peu plus tard, je vous expliquerai dans la decklist et j'y reviendrai. Désolé, je viens de bafouiller un petit peu. Mais plus de marshmallow, ça peut se jouer en x2. Là, il est en x1. Ça peut changer. Je vous dirai à peu près quand. Derrière, on va jouer Gandora G, le dragon de la destruction. Donc, je vous parle de Go Second tout simplement parce que ce gros bonhomme là, eh bien, en fonction de notre main et de quelle partie du deck sort en premier, si c'est Yugi ou Salomon, eh bien, ça va raser le board adverse, ça va bannir les cartes, ça peut faire une grosse attaque. Et derrière, on peut dérouler notre board Exodia pour contrôler le tour adverse. C'est pour ça que le Go Second est plus intéressant parce que ça rase des boards. Mais vu qu'il fallait de la place, on joue qu'en x1, exactement comme le magicien sombre, le magicien de magie noire. C'est une carte intéressante, à nous permettre de poser le secret de la magie des ténèbres lorsqu'elle est détruite. On peut la réinvoquer spécialement. Et le secret de la magie des ténèbres plus le magicien sombre et Gandora, ça nous donne Dragoon, que je vous montrerai tout à l'heure qui est dans l'extra deck. Mais pendant le tour adverse, c'est quand même assez intéressant de sortir cette carte. Ça va être du bonus un petit peu plus tard en middle game ou en early game, ça dépend. Donc on va jouer bien sûr un magicien. Un secret, je l'avais mis là pour vous illustrer la tutorisation. On va jouer un seul avènement de l'Arc-Démon, carte quand même très intéressante qui permet de piquer un monstre à l'adversaire, d'en prendre le contrôle. Donc ça c'est quand même bénéf, hein. Après on peut utiliser l'Arc-Démon et le monstre de l'adversaire pour faire, je sais pas, une IP, une SP, ce genre de choses. On va jouer ensuite un seul magicien silencieux 0 qui nous permet en effet rapide d'annuler l'activation d'une carte magie. Donc ça c'est toujours très intéressant vu que les magies sont les cartes les plus jouées de Yu-Gi-Oh quand même. Donc cette carte on la joue en x1 parce que vous allez voir un petit peu plus loin qu'on a de quoi l'invoquer spécialement facilement. Pareil du coup pour son homonyme, le Spadassin Silencieux 0, que j'ai la chance, grâce à un bon ami qui me l'a donné, d'avoir en QCR. Merci Clément, si tu passes par là. Encore une fois, c'était super cool de ta part. Donc tu vois, c'est dans une petite decklist. Donc le Spadassin Silencieux 0 en effet rapide nous permet d'annuler l'activation d'une carte qui va cibler le sarcophage brillant ou un monstre qu'il mentionne. Ça peut être intéressant pour protéger nos ressources, mais voilà, il est là parce qu'il va aller en featuring avec le magicien. Derrière, on va passer aux magies avec le futur silencieux. C'est tout simplement la one card de combo du deck. Elle nous permet d'aller tuto les gadgets, qui nous permet d'aller tuto le sarcophage. Donc bien entendu, ça c'est du x3. Petite parenthèse, lisez bien l'effet. Si on active ça pendant la battle, voilà, je vous laisse découvrir la surprise si vous connaissez pas, mais c'est très intéressant, mettez sur pause. Le sarcophage brillant, du coup, tout de suite derrière, bien entendu, ça c'est en 3 exemplaires, hein, c'est ce qu'on va chercher avec notre gadget. On veut chercher à l'avoir, ça nous permet d'aller tuto en fonction de notre terrain, de notre main, notre petit Gandora, ce genre de choses, clean le board adverse, donc ça c'est x3. Derrière, on va jouer bien entendu Lien qui lie. Je l'ai cut à 2 exemplaires, mais c'est une carte intéressante qui, encore une fois, en fonction de notre main, va nous permettre d'invoquer spécialement 2 monstres qui mentionnent sarcophage brillant. Donc moi, dans ce deck et dans cette logique de combo, je vais plutôt chercher le magicien silencieux et marshmallow. Vous allez voir les handboards, je vous expliquerai un petit peu. Pour terminer, on va avoir le tour silencieux, qui est une carte très intéressante qui va negate. Donc en plus, en magie rapide, c'est très intéressant, on peut la poser. Et enfin, et c'est là où je vous dis que ça peut être remplacé par un petit marshmallow, vu qu'elle vient de sortir, j'avais envie de la tester, c'est la force de miroir de Magie des Ténèbres, qui est quand même assez intéressante, qui fit avec le côté sarcophage brillant. Si en bonus on a un magicien sombre, alors là ça fait du burn et donc c'est des dingueries. Mais voilà, ça c'est un petit bonus, ça peut, je crois, aller se tutoriser si je dis pas de bêtises, mais sinon si vous l'avez en main de départ, c'est un gros bénéf. Mais peut-être ça, vous pouvez le remplacer par un marshmallow. Moi vraiment, je serais plus fan de ça, parce qu'en plus, aussi, le marshmallow, si jamais il arrive à être géré, la première copie, ça en fait venir un deuxième et ça burn, et ça c'est intéressant. Donc voilà, vous avez ce petit deck constitué des 2 parties d'archétypes avec Yugi d'un côté et le grand-père de l'autre. Je voulais absolument faire ce deck, je trouve ça trop cool. Encore une fois, c'est un rock fun, ça fait des trucs quand même, il faut pas le sous-estimer, ça pose des choses, ça fait des choses, c'est évidemment très sensible à de l'interruption, H, Imperm, Veiler, enfin surtout Imperm et Veiler, ça fait très très mal, vu que ça annule complètement les effets. Donc voilà, c'est un deck quand même qui est sympatoche. Ça se joue entre potes, ça se joue en boutique tranquille, un petit peu reclus, pas de pari bien entendu, je ne pense pas. Après vous avoir présenté le main deck, encore une fois je vous remets les statistiques par-ci par-là avec bien séparément l'aspect Exodia et l'aspect Yugi. Maintenant on va passer à l'extra deck rapidement. Vous l'avez vu en début de vidéo bien entendu, mais l'incarné de l'instoppable Exodia c'est la carte maîtresse du deck. On la veut bien entendu en x3 parce que franchement, on peut le sortir en plusieurs fois, ça peut arriver et vu la puissance de la carte, je vous expliquerai en jeu ses effets. Elle fait beaucoup de choses, c'est une negate de magie, ça nous permet de poser une carte à chaque fin de tour. On perd 1000 en stand-by, mais c'est une bien piètre contrepartie en fonction de ce que la carte fait. Donc ça, c'est bien entendu du x3. Je flex et je me permets avec mon petit dragoon en QCR fantastique
que j'ai eu la chance de choper. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est si jamais on go second, s'il y a Gandora, le magicien sombre, et ben on va les utiliser pour sortir Dragoon, qui est juste une des meilleures single cards du jeu, hein, vraiment. Son effet est complètement craqué, bien qu'on ne peut pas bénéficier de la destruction de monstres et du burn. Derrière, on va jouer bien entendu un petit packing lien avec la déesse des enfers du monde fermé pour utiliser les monstres adverses. Un petit access codeur bavard, si jamais notre boss suffit pas pour OTK, bah on a ça au cas où. Pour avoir un accès plus facile, bien entendu, on va jouer une petite Sélène en un seul exemplaire, qui je crois existe en QCR, va falloir que j'investisse. On va avoir Dark parce que c'est un choix, c'est une lien 2 accessible qui nous permet de faire Sélène et ensuite de continuer pour avoir access code. Et j'ai choisi Dark parce que, encore une fois, les monstres ténèbres sont les plus répandus du jeu. Voilà, pour pas avoir d'autres attributs et avoir un truc un peu bancal. Et c'est surtout que j'ai des monstres ténèbres pour l'invoquer. Derrière, on va avoir la petite IP Mascarena, bien entendu, qui est en partenariat avec la petite chevaleresse parce que c'est le duo incontournable de l'extra deck de la méta en ce moment. On passe du côté Xyz avec un petit Zeus. Bien entendu, c'est un packing, ça c'est pour raser du board au cas où, mais on va avoir en complément Sedafana, parce qu'on a des niveaux 4, on a aussi des monstres qui modulent leur niveau, donc ça peut être intéressant. On peut même potentiellement, si jamais ça dure dans le temps et que nos cartes sont pas gérées, avec le Spadassin et le Magicien, tous les deux niveau 12, on fait un Zeus propre. C'est pas impossible, c'est pas impossible, mais c'est rare. Du coup, Sedafana bien sûr pour le packing Zeus. Un petit Typhon parce qu'encore une fois c'est une single card très intéressante et très forte, ça permet de faire de la gestion. On va avoir un petit dragon de la tornade, ça c'est un petit choix perso pour gérer de la MP, voilà, c'était histoire de remplir. C'est une carte qui me parle un petit peu au terme de nostalgie et j'aime beaucoup. Et enfin bien sûr, pour gagner du temps, on sait jamais, on va jouer un petit Bagouska, le tapir terriblement fatigué. Et voilà, vous avez le deck complet. On va tout de suite passer à la partie test de main parce qu'il n'y a que comme ça que je peux vous montrer comment le deck fonctionne. Je fais un petit dézoom. Et on est parti. On est tout de suite parti pour la petite main test. On commence avec un Temple Ouiju, ça c'est bien. Une Force de Miroir, ça ok, c'est une one-off, on l'a dans la main, ça peut faire un truc en fin de tour, on sait jamais. Un Futur Silencieux, ça c'est parfait. On a ensuite une partie d'Exodia, ça c'est un petit peu embêtant. Et un Sangejin. Ok, je vais donc vous expliquer pourquoi il faut se focaliser en go second avec ce deck et plus particulièrement aussi avec cette main. On va d'abord essayer de cleaner le board adverse avec l'aspect Yugi, puis ensuite de poser un bon board et les fondations avec notre deck Exodia. Donc, pour commencer, et c'est là que ça va être très important, il va falloir prioriser les archétypes que vous allez jouer. On va commencer d'abord par l'aspect Futur Silencieux avec le deck de Yugi. Alors là déjà, si vous vous faites H, vous avez compris, c'est compliqué, c'est fini, ça vous enlève un aspect de votre deck. Mais on va faire comme s'il n'y avait rien en face, bien sûr. Donc avec Futur Silencieux, bien entendu, je vais aller tuto mon petit trio gadget. Le trio gadget, on va l'invoquer normalement, envoyer Futur Silencieux au cimetière que vous ne voyez pas. On va activer son effet, ça nous permet d'aller chercher un sarcophage brillant. Après la tuto, on va donc activer notre sarcophage, activer son effet pour aller tuto un monstre qui le mentionne depuis notre deck à notre main. On va chercher à ce moment-là, Gandora G, le dragon de la destruction. On va l'invoquer spécialement depuis notre main vu qu'on contrôle le sarcophage brillant. Et on va activer son effet. On va couper nos points de vie directement en deux. Donc on va détruire puis bannir à peu près tout sur le terrain, sauf le sarcophage brillant et lui-même, vu qu'il est non destructible par effet de carte. Ça permet de cleaner le board adverse. Donc là, normalement, on a le champ libre. Si l'adversaire avait beaucoup de cartes, on va miser en fonction du nombre de magies et piégés de monstres sur au moins 5-6, on va dire 6. Et bien Gandora va gagner 300 points d'attaque pour chaque carte bannie. Il va y en avoir 7 en comptant notre petit gadget. On a donc un monstre à 2100 points de patate déjà sur notre terrain. Et on va maintenant passer à l'aspect Exodia. Et c'est là que ça va être intéressant. On va du coup activer le Temple Ouiju, que je vais mettre juste ici. Ça va nous permettre de placer notre petite tête d'Exodia directement dans notre zone magie et piège. Puis un autre monstre millénaire depuis notre deck dans notre zone magie et piège. On va donc placer un petit bouclier de la dynastie millénaire. On va activer son effet, payer 2000 points de vie, donc il nous en reste déjà plus que 2000, mais on n'a pas trop le choix. On va l'invoquer spécialement et ça va nous permettre d'aller chercher une ancre millénaire. On l'ajoute directement depuis notre deck à notre main. Maintenant qu'elle est dans notre main, on va pas tout de suite utiliser son effet pour invoquer notre big boss. On va d'abord faire Sangejin se réveille d'un millénaire dans notre zone magie et piège. On va ensuite activer son effet, révéler l'encre depuis notre main, ce qui va nous permettre de l'invoquer spécialement en ignorant la perte de 2000 points de vie. Heureusement, parce que sinon, là, on est mort. C'est un monstre qui a 2750 de patates quand même. On va activer son effet et va nous permettre d'aller tuto n'importe quel monstre millénaire depuis notre deck à notre main pour être sûr d'avoir l'OTK. On va bien sûr aller chercher notre petit golem qui a un total d'attaque quand même non négligeable de 2000. Juste ici, on va après ça le mettre dans notre zone magie et piège. Même chose qu'avec Sangejin, on va activer l'effet pour
l'invoquer en révélant Ankh sans payer 2000 points de vie, juste ici. Et là, vous avez plusieurs options, vu que vous n'avez plus beaucoup de points de vie. Soit vous attaquez avec ce board, du coup, ça fait 2100. Enfin, on va compter comme ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. 2100, 2750, 2000, ça fait quasiment 7000. Il n'y a pas l'OTK, c'est compliqué à obtenir. Là, en ayant 2000 points de vie, c'est compliqué aussi avec votre boss monster. Donc, vous pouvez taper comme ça. Il reste 7000 en face. En main phase 2, vous allez activer l'Ankh millénaire. Du coup, vous allez devoir révéler 5 monstres ou parties d'Exodia depuis votre main, terrain ou deck. Donc bien sûr, on a déjà la tête, donc elle est déjà là. On va prendre les 4 autres depuis notre deck, prouver à l'adversaire qu'on a ce qu'il faut pour faire notre boss monster. Ça les remélange dans le deck. L'Ankh aussi est remélangé dans le deck. Et bien sûr, tous les monstres qui sont non millénaires le sont aussi. Ce qui peut nous permettre, s'il y a encore un tour, de retourner aller chercher Gandora encore et de reclean le board. Ça, c'est très intéressant. On va donc invoquer l'incarné de l'instoppable Exodia, et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut partir en end phase. Il nous reste notre petite force de miroir dans la main. On va bien entendu avant ça la poser, même si on ne pourra pas activer son effet vu qu'il nous faut un monstre qui mentionne sarcophage brillant. On va activer l'effet d'Exodia, là c'est intéressant. On va poser du coup un feu de la rage exode depuis notre deck sur notre terrain. Ça permet de raser le board adverse. Et à partir de ce moment-là, eh bien on va prier pour que Gandora ait eu assez de ses ressources. Et voilà, vous avez un endboard plutôt ok. Vous avez plusieurs possibilités vraiment pour jouer le deck. Vous n'êtes pas du tout obligé de sortir à l'incarné de l'instoppable. Vous pouvez partir différemment, vous pouvez aussi choisir tout à l'heure, au lieu d'aller chercher Gandora, d'aller chercher Liankili. Vous allez tout simplement mettre le magicien, vous allez mettre Marshmallow. Ça va obliger l'adversaire du coup à taper Marshmallow s'il arrive à le gérer. Derrière eux, au lieu de les invoquer en attaque, vous pouvez les invoquer en défense. Et pour ne pas vous bloquer avec la fusion de l'incarné, parce que oui, dès que vous faites Ankh, attention, vous ne pouvez plus du tout invoquer après ça. C'est pour ça qu'il faut faire tout ça dans cet ordre-là. C'est la carte qui vous bloque en quelque sorte et en plus qui remélange vos cartes dans le deck. Donc voilà. Donc vous pouvez très bien du coup vous passer de l'incarné et de ça. Vous pouvez terminer avec un board bien différent où il y aura un magicien silencieux 0 et surtout, vu qu'il sera obligé de l'attaquer, un petit plus de Marshmallow. Ça c'est très intéressant. Et à partir de ce moment-là, vous avez un prochain tour qui est plutôt safe, qui va pouvoir être, on va dire, assez intéressant. Si vous choisissez plutôt de favoriser ce type de board, du coup, vous avez toujours votre Ankh dans la main, ce qui peut toujours être utilisé au prochain tour. Là, c'est surtout, vous avez une negate de magie. Et à ce moment-là, vous avez la full destruction de la force de miroir. Vu que vous avez cette carte dans la main, c'est peut-être ce board-là sur lequel il faut s'orienter, parce que après, au prochain tour, si l'adversaire vous a pas géré trop de ressources, ça peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Par beaucoup de choses, j'entends que vous pouvez faire potentiellement peut-être une Dark, into une Selene, into un Access Coder. Ça peut aller chercher un peu d'OTK. On peut aussi faire revenir tout simplement Gandora et à ce moment-là, c'est très intéressant. On peut retourner le chercher avec le sarcophage brillant. Si c'est ça, on a toujours 4000 points de vie au lieu de 2000. C'est un petit peu moins risqué en termes de situation. Et voilà, vous avez un petit peu le concept de deck. J'espère que ça vous aura plu, ce petit mélange d'archétypes. Voilà, j'ai essayé de faire quand même quelque chose qui tourne. C'est beaucoup de logique à avoir et des priorisations d'archétypes par rapport aux autres. Le gros problème, et c'est le point négatif de tout ça, si seulement Ankh n'avait pas la restriction de lock en invocation après son utilisation, ce serait bien plus facile. On pourrait faire notre board Exodia, puis après notre board Yugi. Et ce serait beaucoup plus intéressant, croyez-moi. Mais c'est comme ça, les cartes Konami, il faut bien un petit peu les nerfs, sinon ça peut faire des débilités. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur cette decklist. Je sais qu'on peut modifier pas mal de choses, surtout les quantités des cartes, les slots, peut-être de l'aide à la pioche, ce que je n'ai pas mis. On peut potentiellement retirer certaines cartes en one-off qui sont pas intéressantes quand on les a, donc plutôt favoriser des cartes de pioche ou d'interruption. Des cartes de go second comme peut-être des breakboards, Raigeki, Orage, Plumeau, ce genre de choses. L'idée c'est vraiment d'enlever un maximum de ressources à l'adversaire pour ensuite taper avec des gros monstres. Donc voilà, c'est le but du deck. N'hésitez surtout pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je l'espère en tout cas. C'est un petit deck que je trouve très sympathique, que j'ai crafté de moi-même avec ma réflexion. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de mélanger les deux membres d'une même famille dans un deck. C'est quand même vachement cool de pouvoir faire ça. Et bien entendu, si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager. Après tout, amener plus de gens sur cette chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.